Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination. Vous l'aurez peut-être reconnu, ces mots sont ceux de Nelson Mandela, un homme qui a sacrifié une partie de sa vie pour lutter contre les inégalités raciales. Et croyez-le ou non, mais dans sa lutte, il s'est servi du sport et notamment du rugby. Et ça tombe bien puisqu'à l'occasion de cette Coupe du Monde de rugby en France, les Bleus affrontent l'Afrique du Sud en quart de finale. L'occasion pour Vue des Gradins de mettre en lumière la façon dont l'équipe de rugby d'Afrique du Sud et Mandela ont participé à unifier un peuple entier lors de la Coupe du Monde de 95. Une Coupe du Monde où l'équipe de France a d'ailleurs eu son mot à dire, vous allez voir. Attention, très important, je vais ici vous raconter la version officielle, on va dire, avant de vous parler des dessous de cette histoire en apparence quasi parfaite, mais qui, croyez-moi, ne l'est pas du tout. Alors regardez bien jusqu'à la fin. Comment unifier un peuple? Cette question a dû trotter plus d'une fois dans la tête de Nelson Mandela dans les années 90. Petite contextualisation. On est dans la fin des années 1940 en Afrique du Sud, le pays est déchiré par le racisme, des lois sont promulguées pour séparer les blancs qui dirigent la société et les noirs qui sont pourtant plus nombreux. Les noirs n'ont alors pas le droit de vote, ni le droit d'accéder à certains postes, même certaines zones leur sont interdites. Les Sud-Africains vivent dans ce qu'on appelle l'apartheid, une société dans laquelle les citoyens n'ont pas tous les mêmes droits. Ces différences de droits sont basées sur des critères raciaux ou ethniques et favorisent les inégalités grandissantes qui déchirent le pays, avec d'un côté les blancs qui vivent paisiblement, on va dire, et de l'autre les noirs qui sont regroupés dans les townships et qui vivent dans une grande pauvreté. C'est très vite résumé, je sais, mais c'est pas le sujet du jour. Face à ces inégalités, une voix s'élève, celle de Nelson Mandela, qui décide de lutter contre l'apartheid, d'abord de manière pacifique avec des manifestations, etc., puis de manière plus violente en dirigeant un groupe armé. Et ça, évidemment, ça va pas du tout plaire au gouvernement qui décide de l'emprisonner en 1964 dans la prison de Robben Island, une cellule minuscule avec un lit à même le sol, des travaux forcés et des douches d'eau de mer froide. Il ne peut envoyer qu'une seule lettre tous les 6 mois. Voici les conditions qui l'attendent entre ces murs, des murs auxquels il va falloir qu'il s'habitue, puisqu'il va y rester pendant 27 ans. Mais derrière les barreaux, la lutte continue. Il devient un symbole contre les inégalités et l'injustice en Afrique du Sud, mais également dans le monde entier. Si bien que le 16 juin 1976, une manifestation dégénère à Soweto. Des centaines de personnes sont tuées, un acte sur lequel le monde entier aura son mot à dire, qui divisera encore plus le peuple et qui mènera à la libération de Nelson Mandela le 2 février 1990 par le président de Klerk. Mandela obtient par la suite le prix Nobel de la paix et devient président de la nation arc-en-ciel. C'est la fin de l'apartheid. On en est là. 1995, le pays souffre toujours des séquelles de l'apartheid, même si les droits des Noirs ont été défendus, une méfiance et un racisme sévissent encore et toujours. Le président Mandela doit faire face au dilemme suivant. Comment réunifier un peuple déchiré? La réponse se trouve peut-être du côté du sport. En effet, la Coupe du Monde de rugby de 1995 se déroule en Afrique du Sud. Le sport a des vertus en matière de politique, il pourrait ici favoriser une réconciliation entre noirs et blancs et permettre à la nation de se tourner vers le futur et de pardonner le passé. Mandela souhaite alors utiliser cette Coupe du Monde pour montrer au monde entier que l'Afrique du Sud est un pays multiculturel, fort et uni. Dès son élection, de nombreuses personnes majoritairement noires réclament le changement identitaire de l'équipe de rugby des Springboks. Le rugby est alors considéré comme le sport de blanc par excellence. Les populations noires sont quant à elles davantage tournées vers le football. Du nom de l'équipe à la couleur des maillots, ils veulent tout changer. Mais Mandela refuse. Le but ici n'est pas de se venger ou d'enlever quelque chose qui est cher aux blancs, mais plutôt de pardonner et d'avancer ensemble. Les Springboks resteront les Springboks. Le problème, c'est que cette équipe est solide, mais pas non plus favorite du tournoi. À cause de l'apartheid, la nation arc-en-ciel était jusqu'ici exclue de la compétition. C'est donc sa première participation. Mais l'enjeu est énorme pour Mandela qui décide de s'investir dans cette cause tout aussi sportive que politique finalement. Il invite le capitaine des Springboks, François Pienaar, à venir prendre le thé. Évidemment, tu reçois une aide du président pour venir prendre le thé, bah t'y vas. Lors de cette rencontre, le président lui fait très vite comprendre l'enjeu de cette Coupe du Monde et lui affirme sa confiance pour aller le plus loin possible. Il va même jusqu'à lui donner un poème qui l'a énormément aidé lorsqu'il était en prison. Il s'agit du poème Invictus de William Ernest Henley, dont voici une partie. Meurtri par cet existant, je suis debout bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Stylé. Mandela apprend aussi le nom de chaque joueur de l'équipe et va jusqu'à leur rendre visite à leur entraînement. Il sait que la tâche semble insurmontable, mais qu'il faut tout donner pour aller le plus loin possible. Une tâche qui s'avère difficile puisque la première rencontre des Springboks dans cette compétition se fait face au tenant en titre, l'Australie. Malgré le manque d'expérience face aux équipes internationales, l'obstination des Springboks paye et l'Afrique du Sud fait tomber le champion en titre 27-18 dans un Ellis Stadium survolté. Personne ne les voyait gagnants dans ce match d'ouverture, pourtant ils l'ont
fait, porté par 60 000 spectateurs en folie. La suite des phases de poule est une formalité pour les Box, qui battent la Roumanie et le Canada sans trop de difficultés. L'Afrique du Sud est qualifiée pour la phase finale. En quart de finale, la nation arc-en-ciel doit faire face aux Samoa, l'occasion pour l'ailier Chester Williams de briller. Chester Williams est le seul joueur noir de l'équipe. Il représente à lui seul une nouvelle ère de tolérance et d'acceptation, une ère d'égalité entre noirs et blancs. C'est aussi naturellement le joueur préféré de la communauté noire sud-africaine. Ce jour-là, il inscrit 4 essais pour offrir la victoire aux siens, victoire 42-14. Prochaine étape pour les Springboks, la demi-finale face à un adversaire considéré comme l'un des favoris de la compétition, mesdames et messieurs, la France. Parmi cette redoutable équipe de France que les Boks vont devoir affronter, on retrouve Emile Ntamak, Philippe Saint-André ou encore Abdelatif Benazi. Le match se déroule dans des conditions météorologiques horribles. Une épaisse pluie inonde le terrain si bien que la rencontre est retardée de 2 heures. La tension est à son paroxysme. Dans les vestiaires, une seule volonté, en découdre et libérer ce stress qui les ronge. Une fois la pelouse traitée, le match peut commencer. Le terrain est inondé et quasiment impraticable, mais le coup d'envoi est lancé. Premier essai des Boks à la 26e minute, un essai de Ruben Kruger, qui n'en est pas un en réalité, mais l'arbitre le siffle, donc la partie continue. Le match suit son cours, 16-9 pour les Sud-Africains. Plus tard, sur une chandelle de Christophe Dello, Ntamak marque ce qui semble être un essai, mais qui sera refusé par l'arbitre juste derrière pour un en avant. À 10 minutes de la fin, le score est de 19-12 pour les Sud-Africains. Les Français ont un ballon à jouer et sont à un essai transformé d'égaliser. Juste après une mêlée, Fabien Galtier récupère le ballon et plonge dans l'embut. Un essai encore une fois annulé car la mêlée s'est effondrée en même temps. La France met la pression aux Boks grâce à une pénalité transformée par Thierry Lacroix. L'exploit pour la France est tout proche. À 2 minutes du coup de sifflet final, Abdelatif Benazi surgit de nulle part et parvient à foncer dans l'embut balle en main. Mais l'arbitre refuse une nouvelle fois l'essai. Avec un sentiment d'amertume, le coup de sifflet vient mettre un terme au calvaire des Français et qualifie les Springboks pour leur première finale de Coupe du Monde face à un adversaire tout aussi redoutable, les All Blacks. Et les Blacks à cette époque ont l'avantage d'avoir un petit jeune très impactant, Jonah Lomu. Ce monstre qui deviendra par la suite une véritable légende du rugby international n'en est qu'à sa 3e sélection, mais il vient tout juste d'écraser l'Angleterre 45-29 en demi-finale en inscrivant 4 essais. Tout le monde le sait, ce joueur est un talent générationnel comme il y en a peu. Il sera donc très dur de le stopper lors de cette finale. Malgré leur excellent parcours, personne ne voit les Springboks remporter la rencontre tant l'équipe de la Nouvelle-Zélande est impressionnante. 24 juin 1995. C'est dans un stade comble de 65 000 spectateurs que les deux équipes font leur entrée. L'ambiance est incroyable dans la foule. Le public chante en boucle la chanson Chocholoza, une chanson anti-apartheid dont le titre signifie « Aller de l'avant » en zoulou. Le symbole est fort. Alors que les deux équipes se tiennent alignées sur la pelouse, le président Nelson Mandela fait son entrée sur le terrain, arborant fièrement une tenue complète de l'équipe des Springboks, avec le numéro 6 du capitaine Pienaar. Mandela veut montrer ouvertement son soutien à l'équipe de sa nation, qui œuvre pour la réconciliation de 2 tranches de la population. De plus, voir un président noir habillé aux couleurs de l'équipe de rugby, dont la majorité des fans sont blancs, représente un geste de réunification. Il s'approche du capitaine François Pienaar, lui serre la main, ainsi qu'aux autres joueurs de l'équipe, avant de faire de même avec les joueurs néo-zélandais. Mandela sait qu'il faut qu'une nation entière soutienne cette équipe lors de ce match qui semble impossible à gagner. Et un étrange événement va même venir mettre son grain de sel dans cette finale, puisqu'avant le coup d'envoi, les spectateurs remarquent quelque chose d'anormal. Au loin, un avion de ligne semble se rapprocher dangereusement. Alors que les secondes défilent, l'avion est de plus en plus gros et son vrombissement se fait sentir dans les corps des spectateurs. Les gens commencent naturellement à avoir peur en pensant à un attentat, qui sait peut-être pour tenter d'éliminer Mandela présent sur place. Finalement, l'avion passe juste au-dessus du stade, le frôlant quasiment. Les spectateurs effrayés sont rassurés et exaltent. Sous la carlingue de l'avion, il y a marqué Good Luck Bok. La combine, organisée par une agence de pub et la compagnie aérienne South Africa Airways, est un succès. La foule est en délire, ces cris d'encouragement couvrent même le haka des All Blacks, qui reste tout de même impressionnant. Le match est donc lancé. Les Blacks ouvrent rapidement le score grâce à une pénalité de Mertens. Mais les Springboks ne lâchent rien. Leur stratégie est simple, museler le phénomène Jonah Lomu en mettant toute leur hargne dans leur contact et n'hésitant pas à y aller à plusieurs. Malgré cette avance, on sent que les Sud-Africains sont bien moins fatigués que les All Blacks, mais bon ça, on y reviendra tout à l'heure. À la 11e minute, Joel Stransky, le tireur des Boks, égalise. Il fait ensuite passer son équipe devant grâce à un drop juste avant la mi-temps. Le score est de 9-6 pour les Springboks. Pendant la pause, le temps est au discours de motivation. Et c'est le capitaine Pienaar qui prend les devants en s'adressant à son équipe, leur rappelant qu'il ne joue pas qu'un simple match, que les enjeux sont bien plus grands. Il joue pour un peuple blanc ou noir qui soutient l'équipe de son pays face au monde entier. La suite de leur rencontre est tout aussi serrée. C'est un match très défensif qui se joue. C'est aussi un véritable duel de tireurs. Mertens parvient à ramener son équipe à flot.
égalité 9 partout. Il rate cependant 3 tirs en fin de match qui auraient permis à son équipe de passer devant. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire, le match part en prolongation de 2 périodes de 10 minutes. Les organismes sont épuisés. Cette victoire, il va falloir aller la chercher. Il va falloir puiser dans ses ultimes ressources pour décrocher ce titre. D'entrée, Mertens réussit un tir de 50 mètres. Les Blacks prennent l'avantage. Un avantage qui ne durera qu'un temps puisque Stransky lui répond avec une pénalité transformée et permet aux Springboks de toujours prétendre au titre. La foule, elle, est aux anges. Ce scénario est parfait pour une finale de Coupe du Monde. Le public, ce 16e joueur sur le terrain et leur chant permettent aux Sud-Africains d'y croire et de prendre petit à petit l'ascendant sur leurs adversaires. Il reste 2 minutes à jouer. Stransky, décidément en feu ce jour-là, envoie un drop qui monte très haut avant de finir entre les poteaux. 15-12 pour les Springboks. Et c'est au bout d'un scénario à couper le souffle que les Springboks sont champions du monde de rugby devant un pays entier uni et en fête. En fin de match, un journaliste demande au capitaine Pienaar ce que ça fait de savoir qu'il y a 65 000 Sud-Africains ce soir qui ont vu cet exploit. Conscient des enjeux derrière cette compétition et derrière ce match, François Pienaar répond « On n'a pas 65 000 Sud-Africains, on a 43 millions de Sud-Africains. » Avant de partir, Mandela remet un peu plus tard le trophée Webb Ellis au capitaine. Sa mission d'unifier le peuple de la nation arc-en-ciel est réussie. Une belle histoire, pas vrai? Un peu trop belle, me diriez-vous? Et oui, tout autour de cette magnifique épopée des Springboks se gravite tout un tas de polémiques et de dessous pas toujours très glorieux. Alors sans prendre 3 heures pour développer toutes ces polémiques, on va quand même parler de certains points rapidement. Tout d'abord, cette réunification entre les blancs et les noirs. Si elle a eu lieu, elle n'a été que de courte durée. Les séquelles de l'apartheid subsistent encore aujourd'hui, et notamment avec cette crise du logement qui fait que les noirs sont bien plus loin des villes que les blancs, et sont encore trop présents dans les bantoustans, qui sont des zones rurales, éloignées des villes, ou dans les townships, ces ghettos en dehors des centres-villes, et donc de l'activité économique. Un peu pensé finalement au mouvement Black Blamber lors de la Coupe du Monde 98. Continuons avec le match en demi-finale face à la France. Vous avez trouvé que ça faisait beaucoup d'essais refusés? Eh bien vous n'êtes pas les seuls, et ce que je vais vous dire va vous donner raison. Reprenons le premier essai des Springboks marqué par Ruben Kruger. Mais en réalité, Kruger n'a pas marqué l'essai. Il le sait et ne célèbre pas son essai. Il avouera plus tard qu'il savait qu'il n'avait pas marqué. Autre fait marquant, l'essai refusé par Benazi en fin de rencontre. Cette fois, il y avait bien essai. Abdelatif Benazi le savait, mais dans les vestiaires, pour calmer les états d'esprit de ses coéquipiers qui étaient en furie, il ment et dit que de toute façon, il n'avait pas marqué. Un mensonge qui lui vaudra d'ailleurs une lettre du président Mandela lui-même, dans laquelle il dit « Nous vous remercions Abdel pour votre incroyable esprit sportif et les sentiments que vous éprouvez pour notre nation. Yours faithfully, Nelson Mandela ». Cette lettre apparaît un peu comme une reconnaissance d'une erreur d'arbitrage. Autre témoignage criant, des personnes auraient vu, lors du dîner de clôture de la Coupe du Monde, le président de la fédération sud-africaine offrir devant toutes les autres délégations une montre en or à l'arbitre de France-Afrique du Sud. Plusieurs personnes crient alors au scandale et pensent que l'arbitre a été payé. Et des polémiques, il y en a également eu lors de la finale. Vous vous souvenez quand je vous disais que les All Blacks semblaient en moins bonne forme que les Boks? Eh bien, quelques jours avant la finale, l'équipe des All Blacks est touchée par une fulgurante intoxication alimentaire. On parle alors d'une mystérieuse serveuse du nom de Suzy qui aurait empoisonné l'équipe. Des révélations qui entachent cette belle histoire, et c'est sans parler des produits dopants utilisés par les rugbymen. Plusieurs morts prématurées, des membres des Springboks paraissent suspects. Jos van der Westhuizen, le demi-mêlé, développe la maladie de Charcot et décède à l'âge de 45 ans. James Small, Cobus Wise et Chester Williams décèdent eux d'une crise cardiaque. D'ailleurs, en parlant de Chester, le petit chouchou de la communauté noire dans l'équipe, il publiera dans son autobiographie qu'il se sentait à l'écart au sein de l'équipe, que parfois ses coéquipiers, dont James Small, lui lançaient des insultes racistes et qu'il avait simplement l'impression d'être instrumentalisé. Je vous laisse tirer le faux du vrai dans toutes ces polémiques. Vous savez tout, ou presque. J'espère que cette vidéo t'a plu, mets ton avis en commentaire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce sujet. Si vous ne saviez pas qu'on pouvait allier politique et sport, et bien maintenant vous en avez la preuve. Je trouve ça d'ailleurs ouf toute cette histoire de match volé contre la France, en espérant que les Bleus de Fabien Galtier prendront leur revanche de 1995. Mettez votre avis en commentaire sur ça aussi. Bien sûr, abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets un petit j'aime, c'est toujours bon pour mon référencement. Merci à tous, c'était Guillaume, je vous dis à très vite sur Vue des Gradins.